télévision Africa, la chaîne du continent. Ce soir, nous abordons un sujet qui interpelle, un sujet qui dérange, mais surtout qui exige notre engagement collectif. Les violences faites aux femmes. Nous sommes en pleine période des 6 jours d'activisme, une campagne mondiale qui s'étend du 25 novembre au 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme. Une date symbolique qui nous rappelle que protéger les femmes, c'est défendre les droits humains, les plus fondamentaux. Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau de questions à débattre Madame Aminata Niang-Lo, chef du projet Dafadoy, qui signifie en français « ça suffit », une actrice engagée au cœur de ce combat de la lutte contre les violences faites aux femmes. Bonsoir Madame Lo. Bonsoir. Bonsoir Mme Fatou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à Africa vraiment de nous avoir choisis pour débattre de ce thème intéressant en plein séjour, célébration des 6 jours d'activisme. C'est également un honneur pour le collectif de célébrer cette période de lutte pour les femmes avec Africa. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle au sein de ce collectif Dafadoy? Je suis chargée de projet pour le collectif Dafadoy, qui est une organisation qui a été créée en 2019, suite à des cas de meurtre, des cas de viol suivis de meurtres que le Sénégal a vécu et qui a vraiment ébranlé la conscience collective. Celle qui a été la plus célèbre est l'affaire Binta Camara, qui est la jeune fille qui a été tuée à Tamba suite à une tentative de meurtre, à une tentative de viol qui n'a peut-être pas abouti, mais qui a découlé sur un meurtre. Il y a également l'affaire de la jeune Koumbayad. Il y a également l'affaire de la dame qui a été tuée et jetée au marché de Ouakam. Et tout ça s'est passé au mois de mai 2019. Donc, c'est des affaires qui ont ébranlé et qui ont touché la conscience collective sénégalaise. L'affaire Binta Camara, pourquoi? C'est ce qui a vraiment jeté l'eau, qui a vraiment jeté le feu à la paille. Parce que Binta Camara, son affaire relève d'un paradoxe. Au Sénégal, on a l'habitude, un peu partout même je dirais en Afrique, on a l'habitude d'attribuer les causes du viol à la victime en cherchant à savoir comment elle s'était habillée, comment elle se comportait, où est-ce qu'elle allait, où est-ce qu'elle a été violée. Et Binta Camara est venue révéler un paradoxe parce que Binta Camara était une jeune fille voilée et pour le commun des Sénégalais, il n'y a pas mesure plus chaste que de se violer, que de se voiler du moins. Également, Binta Camara a été tuée chez elle, donc elle n'était pas sortie, elle était dans un cadre qu'on considère comme sécure, c'est-à-dire la maison, qui doit être un cadre de sécurité pour toute personne qui l'a franchie. Et Binta Camara également a été tuée par une personne qui fait partie de l'entourage familial. Alors que quand on parle de viol, malheureusement, on pense que c'est loin. C'est lointain, c'est les autres, c'est pas nous, alors que ça se passe dans nos maisons, malheureusement. Et Binta Camara, son affaire à elle seule a permis de révéler toutes ces réalités qu'on savait, hein, on était vraiment conscient de ça. Mais malheureusement, on les prenait pas en compte. Donc, pour toute affaire de viol, on a l'habitude d'attribuer la faute à la victime en se disant qu'elle devait se comporter de telle ou telle selon nos normes qu'on considère comme siennes au niveau de notre société. Mais malheureusement, les causes sont à rechercher chez le bourreau, mais pas chez la victime. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce collectif Dafadoy qui signifie ça suffit maintenant? Bien sûr. C'est suite à cette affaire que des organisations de la société civile se sont réunies, mais également des militants, de simples citoyens qui sont imbus par le devoir de rendre justice à la femme, se
se sont réunis à travers les réseaux sociaux d'abord. C'est un mouvement qui est parti des réseaux sociaux. Et c'est à la suite de ça que l'organisation a pris forme. Un sitting a été organisé et de ces actions a découlé l'adoption de la loi criminalisant le viol et la pédophilie au Sénégal, qui est une fierté, hein, on s'en réjouit. Mais dans la discussion, nous allons y revenir beaucoup plus. D'accord. Aujourd'hui, quelles sont les missions de ce collectif au quotidien? Notre grande mission actuellement, c'est vraiment la sensibilisation. C'est de continuer à sensibiliser les jeunes filles parce que la loi existe, mais pour qu'elle soit appliquée, il faut qu'il y ait dénonciation. Et malheureusement, nous sommes dans une société où le viol reste encore un grand tabou. Tout ce qui touche aux questions de sexualité, malheureusement, reste un grand tabou et les victimes continuent à subir en silence. Leur famille également les oblige même parfois à subir en silence pour ne pas se faire discriminer, pour ne pas se faire stigmatiser. On préfère se taire. Et malheureusement, pour que cette loi soit appliquée, il faut que les victimes dénoncent. Il faut que ce mutisme-là prenne fin. C'est pour ça que nous continuons nos actions. Nous sommes actuellement dans à peu près 5 régions du Sénégal pour des activités régulières et courantes. Dans les autres régions, c'est souvent des activités ponctuelles que nous faisons. C'est de la sensibilisation avec les communautés. C'est également continuer la sensibilisation auprès des autorités locales sur les questions de viol pour que les cibles connaissent mieux ce que c'est que les violences, parce qu'une violence peut se présenter sous plusieurs formes, au-delà du viol, au-delà du harcèlement, des attouchements. On peut également avoir d'autres formes de violence qui souvent viennent avant même la violence sexuelle. C'est la violence verbale, c'est souvent la violence physique, la violence psychologique, et c'est au détour souvent de ces violences qu'on arrive au viol. Alors aujourd'hui, comment décrivez-vous la situation actuelle du Sénégal sur les violences faites aux femmes? La situation, je dirais, est alarmante parce qu'on a la loi sur le viol. Certes, c'est à cause des réseaux sociaux qu'on a parfois l'impression qu'il y a beaucoup plus de cas de viol, mais jusqu'à présent, puisque les bases de données ne sont pas correctement alimentées, il y a certaines organisations qui font des efforts pour vraiment documenter ces cas, mais au niveau national, il reste encore des efforts à faire pour avoir des données correctes et fiables qui révéleront la vraie situation des violences et des viols au Sénégal. Mais de façon générale, on voit tous les jours que dans les faits divers, ce qui revient le plus souvent, c'est des cas de viol. Donc la situation, malgré cette loi, elle reste encore alarmante et désastreuse. Il y a énormément de choses à faire. Il faut que la loi puisse être appliquée dans toute sa rigueur. Il faut également, pour qu'on puisse avancer par rapport à ce problème, il faut que les survivantes de viol soient mieux considérées et mieux prises en charge. On peut connaître les chiffres. Vous avez des chiffres des cas de viol? Moi, personnellement, je ne veux pas souvent m'avancer sur des chiffres parce que je disais tout à l'heure qu'au niveau national, les chiffres ne sont pas bien documentés. Il n'y a pas une base de données, si on peut dire fiable et correcte, qui existe au niveau national. Ça n'enlève en rien la qualité du travail que l'AGS est en train de faire, parce que de son côté, au niveau de ses boutiques de droit, il est en train de collecter des chiffres. L'AGS a une base de données qu'il alimente régulièrement. Et cette base de données, elle est alimentée sur à peu près 10 boutiques de droit, dans les régions, dans les différentes régions du Sénégal. Donc, la couverture n'est pas exhaustive. Donc, au niveau national, il reste encore vraiment des choses à faire par rapport à ça. Alors, quelle forme de violence les plus rapportées dans votre structure? C'est le viol. Parce que nous sommes focus sur le viol. C'est une organisation qui lutte contre le viol. On nous rapporte très régulièrement des cas de viol.
nous référons, parce que nous ne sommes pas encore dans la prise en charge, nous référons à des collègues qui sont à l'AGS. Nous référons également au niveau des centres de santé pour la prise en charge sanitaire. Donc, c'est régulièrement des cas de viol qu'on a. Vous en recevez chaque jour combien de cas? Je ne parlerai pas d'un ratio jour parce que je disais que nous sommes dans la sensibilisation et la communication avec les masses. Donc, je ne dirais pas un ratio de chaque jour parce que nous avons par ailleurs ce dont j'ai oublié de parler en parlant des chiffres. C'est que nous avons une revue de presse également hebdomadaire qui nous permet de relever les cas de viol au niveau national et parfois dans la sous-région. Donc, les victimes que nous recevons, c'est vraiment dans la sensibilisation que nous sommes en contact avec ces victimes et nous les référons directement vers des structures dédiées à la prise en charge. D'accord. Quels sont aujourd'hui les principaux programmes que vous menez actuellement? Notre plus grand programme actuellement, et ce, je peux dire depuis le début, c'est ce que nous faisons avec la FGS, qui est la Fondation pour une justice sociale, qui est une organisation américaine qui nous appuie depuis 2021 ou 2022 dans la sensibilisation, mais également dans la gestion organisationnelle, à faire tourner de façon générale le collectif. Donc c'est le partenaire qui est là depuis le début. Nous avons également AWDF également, qui est une organisation africaine qui nous appuie pour à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire la sensibilisation, mais dans les régions de Dakar et dans la région de Thiès, spécifiquement dans la commune de Joal. Maintenant, pour FGS, c'est dans les régions de Dakar, Thiès, Ziguinchor, Kédougou, Diourbel et ouais, c'est ça. Et Thiès, Diourbel et Kédougou. Donc nous sommes dans 5 régions avec... Vous recevez beaucoup de femmes, des femmes violées. Et comment accompagnez-vous ces femmes? Nous les référons, hein? Nous les référons. Parce que ces femmes victimes de viol ont souvent besoin d'une prise en charge médicale, juridique et pratiquement pour tous, elles ont besoin également d'une prise en charge psychologique. Donc c'est des femmes que nous mettons en contact avec des structures comme l'AGS qui vont les accompagner dans la prise en charge juridique, qui vont également les accompagner à ce qu'elles soient prises en charge du point de vue médical en les amenant à l'hôpital pour l'obtention du certificat médical. Et si ça nécessite également une prise en charge au niveau psychologique, le nécessaire sera fait. Ce sont des types de soutien qui sont plus demandés. Oui, c'est ça. C'est principalement les soutiens dont les femmes ont le plus besoin, en tout cas dans l'urgence. C'est ce qu'il y a à gérer dans l'urgence. Maintenant, après, il y a d'autres choses à gérer parce que nous remarquons que, et beaucoup d'études l'ont montré, que le viol existe partout, certes, mais nous retrouvons ce phénomène dans les milieux les plus pauvres, les plus démunis. Donc après, il s'agira pour nous d'aider ces femmes à avoir une vie économique beaucoup plus stable en les accompagnant vers la création d'activités génératrices de revenus. Et comme je l'ai dit tantôt, et pour tout ça, nous sommes dans le référencement. Nous occupons de sensibilisation, de communication, de vulgarisation également de la loi criminalisant le viol et la pédophilie. D'accord. Chers téléspectateurs, je rappelle que vous suivez votre émission Questions à débattre. Nous recevons sur ce plateau Mme Aminata Niang-Lo, chargée du projet d'Afadoy, qui signifie « ça suffit ». Alors, au-delà du Sénégal, nous allons parler aussi de la sous-région. On constate aussi la sous-région souvent est décriée, nous assistons à des séries de viols.
Alors, comment la situation du Sénégal se compare-t-elle à les autres pays? Le viol, certes, existe partout. Dans tous les pays du monde, on trouvera des cas de viol, malheureusement, des violences faites aux femmes de façon générale. Mais la sous-région ouest africaine est très touchée par ce phénomène parce que nous avons à peu près les mêmes coutumes, hein, les mêmes us et coutumes qui malheureusement placent la femme à un niveau inférieur et qui continue à maintenir, qui continue à la maintenir dans ce cercle où elle est fortement dominée par l'homme à cause de nos valeurs le plus souvent. Dans la région sous-ouest africaine, ce qu'on a, c'est ce qu'on a de particulier, c'est ce qu'on a de commun également avec les autres pays. C'est les us et coutumes, c'est vrai, mais certains pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, ont fait beaucoup plus d'efforts pour rendre la femme moins vulnérable. En quoi faisant? En votant des lois qui donnent à la femme la possibilité de recourir à la justice et d'avoir gain de cause. La Côte d'Ivoire, par exemple, est beaucoup plus en avant sur des questions liées à l'avortement en cas de viol ou d'inceste, alors que le Sénégal, au même titre que la Côte d'Ivoire, a signé le protocole de Maputo qui dit que en cas de viol ou d'inceste, la femme a droit à l'avortement médicalisé et sécurisé. Et malheureusement, quand on en parle, on continue à l'attribuer, à le corréler à des faits religieux ou à des faits coutumiers. Mais dans la réalité, on voit que c'est ces mêmes femmes qui devaient avoir droit à l'avortement médicalisé qui vont aller faire des infanticides. Et on est conscient que si on va dans des endroits comme le camp pénal, on trouvera les femmes qu'on va trouver en détention sont pour la plupart été accusées d'infanticide. Et c'est des choses qu'on pouvait éviter en réfléchissant ou en créant le cadre pour que ces femmes aient la possibilité de pratiquer l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste. Parce que ça existe. Hein. Ça existe, c'est des femmes qui ont été violées, c'est des femmes qui le plus souvent ont subi l'inceste dans leur propre famille. Les familles ont voulu respecter ce devoir de mutisme que la société nous impose et à la fin, il y a un enfant qui naît, qui n'a rien demandé et qui se voit encore être victime d'infanticide. Et ça, c'est vraiment déplorable et désastreux pour une société comme le Sénégal. Est-ce que le collectif de FADER collabore avec des organisations sous-régionales? Je parlais tout à l'heure de AWDF, qui est une organisation africaine sous-régionale qui intervient beaucoup dans la sous-région sur les questions de violence basées sur le genre et avec qui nous interagissons. D'accord. Quel est le plus grand défi commun pour la sous-région dans la lutte contre les violences faites aux femmes? Le plus grand défi, je ne dirais pas les lois, parce que les autres ont déjà des lois qui sont... Et même le Sénégal a un arsenal juridique fort, on est d'accord, mais il faut que ces lois soient appliquées dans toute leur rigueur. Mais il faut également que les victimes soient mieux prises en charge. Il faut créer le cadre pour donner la chance aux victimes de dénoncer. Parce que quand on ne dénonce pas, on n'applique pas les lois. Quand la fille ne sait pas qu'après un viol, elle a la possibilité d'aller à la police, d'être correctement traitée, c'est-à-dire entendue correctement par des personnes qui ont été formées et préparées à recevoir des victimes. Quand la fille n'a pas de cadre qui puisse lui permettre, même si elle n'a pas un franc, qu'elle veut pas... qu'elle veut aller à l'hôpital, qu'elle puisse le faire, avoir les soins qu'il faut,
et avoir une meilleure santé suite à un viol. Si on ne crée pas tout ce cadre, si on n'accompagne pas la femme victime de viol ou l'enfant victime de viol avec un suivi psychologique correct, on n'est pas sûr que nos lois seront appliquées. Parce qu'il y a une grande déperdition des victimes. Les femmes vont porter plainte, certes, mais après elles se retirent parce qu'elles n'ont plus les moyens de continuer la procédure. Quand il n'y a pas de réquisition de police, on est obligé de payer le certificat médical et ça, c'est pas à la portée de toutes les bourses, malheureusement. Et les procédures judiciaires également sont très longues. Tu es obligé de passer, de repasser. Parfois, on parle de l'instruction qui peut durer parfois plus de 3 ans. Et c'est va-et-vient pour les victimes. C'est une charge financière que souvent la plupart n'ont pas la possibilité de soutenir. Et dans ce cas, elles abandonnent. Elles préfèrent même déménager parfois pour ne pas continuer à subir tout ce stress pour rien, parce qu'ils vont attendre longtemps. Elles ont le temps d'oublier, de penser les plaies. Je ne dirais pas d'être guéries, parce qu'on ne guérit pas généralement ou on guérit très mal de violence. Donc, c'est ce qui nous bloque. Il faut vraiment créer le cadre pour que les victimes soient mieux prises en charge. Qu'elles soient à l'aise pour aller dénoncer, qu'elles soient à l'aise également pour continuer les procédures, au-delà des lois qu'il faut voter, au-delà de l'applicabilité et de l'application de ces lois également. Il faut une meilleure prise en charge des victimes. D'accord. Quelle bonne pratique d'autres pays ouest-africains pourraient inspirer le Sénégal? En Afrique, je parlerai de l'Afrique en général, ou dans des pays comme le Rwanda où ils ont des one-stop centers qui leur permettent de prendre la victime en charge dans un seul lieu. Ici, par exemple, tu es obligé de faire la police, d'aller à l'hôpital, de revenir si tu as besoin d'une prise en charge psychologique, qu'on te réfère encore à un psychologue. Et vous voyez tout ce que ça fait quand on veut. Je ne donnerai pas l'exemple d'autres régions, je resterai à Dakar où on a plus de possibilités. Et après, ça va vous permettre de faire la corrélation avec les autres régions. À Dakar où on a la possibilité de faire l'hôpital, la police ou la gendarmerie, de faire un centre de prise en charge psychologique, d'aller voir un psychologue. C'est beaucoup plus facile à Dakar. C'est un coût lié au transport. C'est un coût également de temps, parce que quand on se lève pour aller chercher la dépense quotidienne et qu'on est obligé encore de faire tout ce trajet avec son propre argent, ça peut coûter vraiment cher. Donc, le Sénégal gagnerait à faire beaucoup plus de centres. Ils sont en train de faire des centres pour les victimes, où les femmes victimes de violences ont la possibilité d'être prises en charge, d'être logées et accompagnées pendant une période. Mais il y a encore énormément de travail à faire dans notre pays et dans toute la sous-région. Maintenant, il y a des régions il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance, certes, mais il y a encore énormément de travail à faire dans toute la sous-région. Par exemple, quel pays? Je dirais la Côte d'Ivoire, qui est encore beaucoup plus en avance sur ces. Il y a des privés, mais également il y a l'État qui s'active beaucoup pour que les victimes aient de meilleures conditions de vie. D'accord. Comment les familles et les communautés peuvent-elles être associées pour sensibiliser les femmes sur les violences faites aux femmes? Il faut que les familles soient beaucoup plus alertes, beaucoup plus à l'écoute des victimes. Qu'on ne puisse plus prendre le groupe comme l'intérêt, qu'on ne puisse plus prendre l'intérêt supérieur du groupe au détriment de l'intérêt de l'individu. Et malheureusement, dans notre société, c'est ça. Les familles ne dénoncent pas, juste pour se protéger, pour ne pas se retrouver
au devant de la scène pour qu'on puisse dire que telle personne qui a été violée vient de telle famille. Et c'est pour ces raisons, généralement, que les familles et même les communautés ne dénoncent pas. Alors qu'il faut dénoncer ces bourreaux pour que ce phénomène cesse, parce que les conséquences du viol sont généralement irrémédiables. On ne peut pas revenir en arrière. Ce qu'on peut par contre, c'est aider la victime à dépasser la chose, mais aider la victime également à savoir qu'elle a raison. Ce n'est pas elle qui a tort, qu'on ne puisse pas la laisser porter ce poids tout seul et durant toute sa vie se dire que j'aurais pu faire telle chose pour ne pas être violée. Les victimes n'ont rien fait, c'est les bourreaux qui sont les coupables. Et donc la société n'a pas à protéger les victimes au détriment, les bourreaux au détriment des victimes. Donc le travail qu'on devrait faire au niveau communautaire, au niveau des familles, c'est de ne plus protéger les bourreaux, même si ils sont dans la famille. Parce que la plupart des cas de viol se font dans les familles. C'est dans les familles que les enfants et les filles se font violer. C'est malheureux, mais c'est ça. Alors que la famille devait être le cadre le plus sécuritaire. Mais c'est dans ces cadres-là que ça se passe et c'est dans ces cadres également où on étouffe ces informations pour ne pas donner à la victime la chance de recouvrer à ses droits, de retrouver également son bien-être. Alors, quels sont les grands obstacles que vous rencontrez dans votre travail? Le plus grand obstacle qu'on rencontre, c'est actuellement c'est une incompréhension des communautés par rapport à l'application de ces lois. C'est difficile qu'une personne qui est accusée de viol puisse être en instruction pendant plus de 3 ans, 4 ans avant d'être jugé et qu'au retour, peut-être qu'on se retrouve avec un non-lieu. Ça, c'est des choses que la société ne peut pas comprendre. Mais il faut également dire que ça, c'est le particulier, ce n'est pas le général. La plupart des personnes qui sont accusées de viol sont condamnées et jugées coupables. Donc, on ne peut pas continuer à dire que on ne peut pas continuer à prendre comme prétexte les lenteurs de la justice pour protéger les bourreaux. On ne peut pas continuer à dire que la fille devait se comporter de telle ou telle autre façon et c'est la réplique qu'on nous tient dans la plupart de nos séances de sensibilisation. Et moi, je trouve que c'est très malheureux dans une société qui n'est pas religieuse, je dirais même pas musulmane, mais qui n'est pas religieuse. On est dans une société laïque où chacun a le droit de pratiquer sa religion, la religion qu'elle veut, en toute liberté et en toute conscience. Qu'on puisse continuer à nous dire que telle fille ne s'est pas habillée correctement selon les normes que nous avons et que c'est pour ça qu'elle a été violée. C'est l'excuse qu'on nous sert dans nos différentes manifestations. On nous sert également que maintenant les filles sont très mal éduquées, elles ne se comportent pas bien, elles se comportent comme des garçons. Donc elles vont là où elles veulent, elles ont de mauvaises habitudes, c'est pour ça qu'elles se font violer. Et ça, c'est des choses que l'on rencontre fréquemment dans nos interventions au niveau communautaire. Et moi, ça me fait excessivement mal parce que ces filles-là viennent de la communauté. C'est nos filles, c'est nos sœurs, c'est nos nièces. Donc on a le devoir de les protéger. Au niveau légal, elles sont protégées, mais la communauté également doit mettre le cadre pour que ces filles soient protégées. Alors, Madame Lo, souvent les femmes victimes de viol hésitent à demander de l'aide. Pourquoi? C'est pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer. Elles sont jugées. C'est pour ne pas être jugées. C'est pour également se protéger parce que pas une seule fois on a été en face de victimes qui ont dit que j'ai pas voulu dénoncer parce que ma famille m'avait dit que si je dénonce, j'aurais plus la possibilité de me marier dans ma communauté.
Je n'ai pas dénoncé parce que ma mère m'a dit que si je dénonce, elle va se suicider parce qu'elle ne va pas pouvoir supporter toutes les remarques et toute la discrimination que la famille va subir après. Et c'est dans le tas qu'elle dénonce. Et malheureusement, on rencontre très fréquemment dans nos interventions de jeunes filles de moins de 20 ans qui, au détour d'une sensibilisation, font une crise d'hystérie. Tu commences à parler de viol, à tout ce qui tourne, et de tout ce qui tourne autour du viol, et elle commence à crier. Tu les prends à part, tu demandes qu'est-ce qu'il y a, elle te dit que j'ai été violée. Par qui? C'est dans le cercle familial. Est-ce que quelqu'un est au courant? Elle te dira que ma maman est au courant, ma tante est au courant ou ma sœur est au courant. Et après, c'est ces mêmes personnes qui l'ont obligée à se taire pour ne pas se retrouver, juste pour ne pas se retrouver au devant de la scène. Donc ça, c'est des choses qu'on doit combattre, c'est des choses pour lesquelles il y a encore un travail, beaucoup de travail même à faire. D'accord. Quel message souhaitez-vous adresser aux femmes? Moi, je leur dirais qu'elles ont droit à la justice. Moi, je leur dirais qu'elles ont droit à la justice. Je leur dirais également qu'elles ont droit au bien-être. Elles ont droit à ce que leur liberté soit respectée. Donc, elles ont le droit de dénoncer. Il faut qu'elles osent dénoncer, même si c'est des attouchements, c'est la violence en ligne. Pour tout ça, il faut dénoncer. C'est le harcèlement. Pour tous ces faits de violence, il faut vraiment que les femmes aient le courage de dénoncer. Merci Madame Lo. La chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci vraiment à Africable pour cette invitation du collectif. Nous vous remercions énormément. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions à débattre. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre personnalité. Merci et bonne suite de programme.